Seigneur de guerre esclavagiste pour les uns, dernier des sultans pour les autres, cet aventurier s'était taillé un véritable empire dans la seconde moitié du 19e siècle de l'histoire du Tchad et du Soudan. Comment Rabat, contractuel dans l'armée britanno-égyptienne, a-t-il réussi à se tailler un empire, du Tchad en passant par le nord de la Centrafrique au Darfour, au point d'être considéré comme l'un des personnages historiques les plus controversés de la région. Certains refusent même aujourd'hui de le considérer comme un héros, au vu des atrocités qu'il a commises au Darfour, dans la région du lac Tchad et au nord-est de la Centrafrique actuelle. Qui était Rabat? Comment a-t-il perdu face à la République française? C'est ce que nous découvrirons aujourd'hui sur Horizon Africain. Rabat, de son vrai nom Rabi al-Zubair ibn Fadl Allah, est né dans un faubourg de Khartoum, dans le Soudan actuel. Rabat servira comme cavalier au sein des troupes égyptiennes de la campagne dite d'Éthiopie. Il rejoindra une troupe de mercenaires, les Otarias. Ces derniers effectuant des razzias dans le sud du Soudan afin de ramener des esclaves et des ivoires à échanger contre des armes et des munitions. Le sud du Soudan historique correspond à la région du Soudan du Sud actuel. Il faut souligner que cette activité était particulièrement lucrative à cette époque. Khartoum étant une grande ville et un grand centre marchand pour le commerce des esclaves et des ressources du braconnage. Comme mercenaire, Rabat excelle. Embuscade, manipulation de tribus, gestion de zaribas. Il se fait rapidement une réputation et gagne la confiance de riches marchands, qui entretiennent de véritables armées équipées avec des armes venues d'Europe. L'un des riches seigneurs de la région, Al-Zubair Rama Mansour, le recrute et fait de lui son principal associé. La place d'associé principal permettra à Rabat d'apprendre les rudiments de la politique et de la négociation, notamment commerciale, mais aussi diplomatique. Il faut dire que son patron gère un business lucratif qui comprend annuellement 120 quintaux d'ivoire et entre 1 et 2 milliers d'esclaves qui sont vendus à Khartoum et qui alimentent l'économie des Égyptiens, notamment les caisses du khedive Ismail Pacha qui tolérait le juteux commerce des esclaves, pourtant officiellement aboli par les Britanniques. En 1872, le patron de Rabat, Rama Mansour, est nommé gouverneur du Bahr El Ghazal, une des régions qui étaient les plus lucratives pour le commerce des esclaves. Rama Mansour y accroît son influence et se rêve même en chef d'État. Il ambitionne et conquiert ainsi le sultanat du Darfour. Et en bon entrepreneur, il se rend au Caire afin de solliciter la confirmation de sa conquête, le khedive étant devant le fait accompli. Au Caire, Rama Mansour est fait prisonnier et son fils Souleyman se soulève afin de protester. Avec l'appui et le support du plus fidèle des lieutenants de son père, Rabat Mansour. Le gouverneur général du Soudan, le Britannique Gordon Pacha, confie à un Italien, Romolo Gessi, la mission d'éteindre la révolte, de mater la révolte, mission que ce dernier mena à bien le 15 juillet 1879 avec l'exécution de Souleyman en prime. Afin de mieux comprendre pourquoi les Britanniques étaient impliqués dans les questions politiques en Égypte à la fin du 19e siècle, je vous recommande de regarder la vidéo sur le Mahdi, disponible sur la chaîne. Pour échapper à la répression, Rabat prend la fuite, avec près d'un millier d'hommes, vers le nord-est de la Centrafrique actuelle. Avant de poursuivre la vidéo, comme vous le savez, il y a bien et bien un conflit aujourd'hui au Soudan actuel, au Soudan du Sud actuel, en Centrafrique, il y a des rébellions au Tchad. Et cette situation géopolitique dans cette région trouve peut-être ses racines historiques à cette période, avec déjà une porosité des frontières entre les États de l'époque qui permettait notamment à des mercenaires comme Rabat d'aller et venir du Darfour au lac Tchad en passant par le nord-est de la Centrafrique actuelle. Dans une région aux populations fragiles et armées majoritairement d'armes blanches, Rabat et ses troupes enchaîneront les razzias, faisant même des incursions au Darfour actuel. L'influence grandissante du Mahdi au Soudan avait poussé les autorités britanniques et égyptiennes à focaliser leurs ressources dans sa traque. Rabat avait donc toute la latitude afin de réaliser ses funestes projets. Piller et prélever les ressources des populations locales, développant son commerce négrier, particulièrement lucratif. De plus, les hommes affluent vers ces campements afin de grossir les armées d'un homme dont la réputation ne fait que grandir. Particulièrement généreux pour rémunérer ses mercenaires, notamment ceux qui rapportaient le plus d'ivoire et d'esclaves. Ces revenus commerciaux permettaient notamment de doter ses troupes de fusils,
mais aussi d'une artillerie capable de faire tomber tous les murs des places fortes de la région, comprises entre le Nil et le bassin de l'Ubangi, un espace qu'il dominera dès 1880. Sa montée en puissance va attirer l'œil du Mahdi, nouveau maître du Soudan. Ce dernier propose à Rabat une alliance. Il voit en Rabat un potentiel grand général à même de servir ses ambitions de conquête, notamment d'Égypte, puis du monde arabe. Mais Rabat n'est pas dupe. Grâce à ses services de renseignement, il saura que le vrai projet du Mahdi était de le recevoir dans sa capitale, à Omdurman, de le molester et de l'exécuter, afin de récupérer ses terres et ses possessions, particulièrement lucratives. Ayant déjoué le piège du Mahdi, Rabat tournera son regard vers l'ouest, sur les États musulmans divisés. Le Baguirmi, le Bornou, l'Adamawa, le Sokoto, l'Ouadaï. L'intérêt de Rabat était surtout économique et géopolitique. Se tailler un empire avec des populations islamisées, y accéder aux routes commerciales, reliant la Libye à la région du lac Tchad, avec de riches caravanes commerciales, et surtout, un accès au commerce méditerranéen via la Libye actuelle. Dès 1890, Rabat se lance à la conquête des sultanats de l'Ouest, après avoir confié le Dar el-Kouti à son neveu, Mohamed es-Senoussi. Ce personnage est important pour la suite de l'histoire. En 1892, Rabat s'attaque à un empire déclinant fondé au Moyen-Âge, le Baguirmi. L'avantage pour Rabat était de contrôler les principaux marchés de la région et les terres fertiles au sud-ouest du lac Tchad et au sud-est du lac Tchad. Sa revendication de conquête se fondait sur les rapports cordiaux entre les élites dirigeantes du Baguirmi et les Français. Rabat considérait cet espace comme le sien, et tous les pontes qui entretenaient des rapports cordiaux et signaient des traités avec les Français, il les considérait comme ses ennemis. Alternant entre razzias et négociations ciblées avec les pontes locaux afin de diviser les nobles, il finit par s'emparer de la capitale du Baguirmi, Kouka, qu'il rasera entièrement. Il installera sa capitale à lui, à Dikoa, et prendra le titre de sultan du Bornou. À partir de cet instant, Rabat n'est plus un simple pillard, un simple mercenaire. Il a un véritable projet étatique. Pour concrétiser ses ambitions de conquête, conscient qu'il peut jouer de la rivalité entre les Britanniques et les Français, il tente un rapprochement avec la Royal Niger Company, afin de moderniser son armée, par l'acquisition de fusils, de canons, de chevaux. Les sources de l'époque nous rapportent que les Britanniques, qui savaient que Rabat était hostile à leurs ennemis mahdistes du Soudan, n'étaient pas contre lui apporter un soutien, afin qu'ils détruisent les Mahdis, leur permettant ainsi de poursuivre leur conquête jusqu'aux sources du Nil. Mais finalement, cette alliance ne se fera pas, parce que les ambitions et les agissements de Rabat commenceront à inquiéter, autant à Londres qu'à Paris. En effet, Rabat pousse son ambition de domination vers Zinder et Tripoli. Et d'après les rumeurs des milieux commerçants, Rabat a toujours été un guerrier commerçant. Et ces deux villes sont des places commerçantes lucratives. Si cette ambition n'est pas précisée, 12 autres points font tâche sur le dossier de Rabat auprès des puissances coloniales. Rabat administre habilement son jeune empire en gardant les structures féodales déjà en place, auxquelles il rajoute des lieutenants afin de garder un œil sur une aristocratie qui ne l'apprécie guère. Ces lieutenants veillent à ce que les impôts soient versés. Ils s'emploient à urbaniser ainsi et à assainir l'empire en construisant, en rénovant des routes, des puits, des fermes et en accroissant les relations commerciales avec l'espace méditerranéen. Mais chasser le naturel y reviendra au galop, dit-on. Dans un élan de mégalomanie, Rabat promulgue un code fondé sur la charia, un nouveau système d'imposition. Rabat est conscient que la religion peut l'aider à asseoir son sultanat, faisant de lui un soldat apôtre, de la même trempe que le Mahdi, ou de la même trempe que Samouri. Il sera encouragé dans cette voie par son vizir Boubacar et son gendre, Yatou el-Falati, qui le conseillèrent sur son image, l'incitant à ne paraître que rarement en public, humblement vêtu en derviche, afin de cultiver l'image du pieux sultan. Mais nul n'est dupe.
Comment un pieux sultan peut-il imposer sa marque au sens propre en ordonnant que sur la joue de chaque nouveau-né soit tracé un H, le signe de Rabat? Les contrevenants s'exposaient à une peine de mort. Et cela n'était pas le propre de l'islam en cours dans la région du lac Tchad. De plus, Rabat au cours de ses conquêtes ne fit aucune distinction entre païens, chrétiens, musulmans. Pour lui, ils étaient tous des biens meubles. Et apposer sa marque, en plus de flatter son ego, permettait de dévaluer les personnes vivant sous sa coupe auprès des mercenaires qui seraient tentés de les vendre. Quel sinistre projet. Rabat s'emploie donc à administrer son empire, à se bâtir une image de sultan pieux, moderne, ayant de l'empathie pour son peuple. Et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a une puissance qui lorgne sur ces terres, qui a un projet bien plus grand que le projet de Rabat. Cette puissance-là, c'est la République française, qui ambitionne de relier le Soudan français, c'est-à-dire le Mali actuel, à la région du lac Tchad. À partir de 1897, la France ambitionne sous l'impulsion des coloniaux, commerçants, industriels et politiciens, avides de déboucher en Afrique, de lancer des explorations en Afrique centrale et de relier le Soudan français aux possessions d'Afrique centrale, comme le Congo, unis par des terres autour du lac Tchad. 3 missions seront lancées afin de servir ce projet. La mission saharienne, la mission d'Afrique centrale et la mission Congo-Tchad. Les coloniaux lanceront également des campagnes médiatiques afin de discréditer Rabat auprès de l'opinion publique en France, le dépeignant comme un sombre esclavagiste, dénué d'humanité, qui empêcherait les populations du pourtour de lac Tchad de vivre paisiblement. Mais une autre partie des élites en France trouve que la conquête du lac Tchad actuel serait coûteuse, financièrement, mais aussi en ressources humaines. Certains en France réclament plutôt que des moyens soient investis pour reprendre l'Alsace et la Lorraine aux Allemands. Entre 1897 et 1899, il y aura des accrochages entre l'armée française et les troupes de Rabat. Mais rien n'a même de conduire à sa chute et à la dépossession de ses terres. Mais un événement sonnera le glas de Rabat en 1899. En juillet 1899, le massacre de Togbao sonnera le glas de Rabat. Comme pour Samori avec le meurtre du capitaine Gouraud, le meurtre par les troupes de Rabat d'Henri-Étienne Bretonnet unira les élites parisiennes qui réclameront sa tête. Ce sera le commandant Lamy, fondateur de Fort Lamy, aujourd'hui N'Djamena, capitale de la République du Tchad, qui se chargera de laver l'affront. À la tête de 1300 hommes, dont des indigènes armés de canons et de fusils, le commandant Lamy surprend Rabat à Kousséri, le 22 avril 1900. Les affrontements sont violents. Le commandant Lamy perd la vie au cours des combats, qui se livrent sur les 2 rives du fleuve Chari. Mais au milieu du chaos, des cris, des lamentations, un tirailleur s'avance vers l'arrière-garde française, une tête vissée sur un bâton. Cette tête, c'est celle de Rabat, le dernier des sultans du lac Tchad, le dernier des sultans du Borno. Cette tête permettra à la France de consolider son empire colonial et le Tchad que nous connaissons actuellement passera sous domination française. L'héritage de Rabat, en tant que personnage historique, suscite de la controverse. S'il a combattu la future puissance coloniale du Tchad, la France, les massacres, souvent gratuits, qu'il a perpétrés à l'encontre des populations, du Darfour au lac Tchad en passant par le nord-est de la Centrafrique, font en sorte qu'il ne soit pas resté dans les cœurs. De plus, a-t-il combattu les Français pour leur projet colonial ou a-t-il combattu les Français en tant que sultan, pour lui-même? Sans doute, ce fut un peu des deux.